Le bras de fer dure depuis des années. La Somalie et le Kenya s'opposent sur le tracé de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien. Question de souveraineté, mais aussi gros enjeux économiques, car les 100 000 km² que se disputent les deux voisins sont riches en poissons et potentiellement en hydrocarbures. Saisie par la Somalie, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, a rendu son verdict mardi. Elle a accordé à Mogadiscio la majeure partie de la zone maritime également revendiquée par Nairobi. Une décision aussitôt saluée par le président somalien qui appelle le Kenya à respecter le droit international et par le peuple somalien qui attendait ça depuis longtemps. C'est un grand jour de bonheur pour tous les Somaliens après le verdict de la Cour internationale de justice sur le conflit maritime entre la Somalie et le Kenya. L'affaire était au tribunal depuis 7 ans. C'est une victoire historique pour nous tous. Côté kényan, la réaction n'a pas tardé non plus et elle est sans appel. Le Kenya souhaite indiquer qu'il rejette en totalité et ne reconnaît pas les conclusions de la décision. Je pense que le moment est venu pour nous, les Kenyans, de défendre notre gouvernement, pour le Kenya de défendre son territoire et ses frontières, car si on leur donne un doigt, ils vont nous prendre un bras. La Cour ne dispose pas de moyens contraignants pour faire appliquer sa décision, mais la Somalie peut réclamer des sanctions au Conseil de sécurité des Nations Unies si elle estime que le Kenya ne la respecte pas. Faux départ pour le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. À peine ouvert lundi à Ouagadougou, il a été renvoyé au 25 octobre. 2 avocates de la défense commises d'office ont demandé un délai supplémentaire pour étudier le dossier de leur client. Le principal accusé, Blaise Compaoré, qui était le bras droit de Sankara, n'était pas présent, au grand regret de la veuve du leader assassiné. Il devrait avoir le courage d'être là, mais bon. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est courageux, ou il fuit la vérité. Celui qui vit désormais en Côte d'Ivoire a toujours nié avoir commandité l'assassinat de son frère d'armes. Thomas Sankara, alors président, a été tué ici en 1987 par un commando lors du putsch qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. Et pendant les 27 ans que celui-ci a passé à la tête du pays, la mort du leader révolutionnaire est restée taboue. La grosse majorité du peuple burkinabé attend que la lumière se fasse sur ce dossier. Voilà. Nos attentes, c'est que le droit soit le même pour tous et toutes, qu'il n'y ait pas des super citoyens au-dessus des autres. Celui qui s'était érigé en défenseur des pauvres et des opprimés est devenu une telle icône panafricaine que des voix se sont élevées pour demander que ce procès soit filmé pour l'histoire. Mais ce ne sera pas le cas. Le tribunal militaire de Ouagadougou a refusé tout enregistrement. Ils viennent du Niger, du Soudan ou de l'Érythrée. Ils ont fui les conflits et la pauvreté dans l'espoir de traverser la Méditerranée. Mais ils se retrouvent pris au piège en Libye, plaque tournante de l'immigration clandestine vers l'Europe. À bout de force, ils manifestent à Tripoli devant le siège du Haut-Commissariat aux réfugiés. Nous demandons une main tendue à tous les pays arabes et européens. Nous sommes tous fatigués. La Libye est régulièrement épinglée par les ONG pour les mauvais traitements infligés aux migrants. Ils sont plus de 5000 à avoir été arrêtés début octobre lors d'un raid lancé dans un quartier pauvre de Tripoli, officiellement au nom de la lutte anti-drogue. Nombre d'entre eux se sont évadés du centre où ils étaient entassés dans des conditions déplorables. 6 ont été tués par des gardes libyens selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et selon l'UNICEF, au moins 1 millier de femmes et d'enfants sont en danger immédiat dans ce centre. C'est la plus grosse manifestation contre Kais Saied depuis que le président s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet. Elle a rassemblé au moins 6000 personnes dimanche à Tunis, une semaine après la démonstration de force des partisans du chef de l'État.
Parmi ces manifestants, beaucoup de sympathisants d'Ennahda, le parti d'inspiration islamiste qui domine au Parlement. Un Parlement toujours gelé, le président légifère par décret, laissant donc peu de pouvoir au nouveau gouvernement formé lundi par Najla Bouden. L'universitaire s'est entouré de 25 ministres, dont 9 femmes, et a fixé comme priorité à son équipe la lutte contre la corruption. Je tiens à remercier les Sierra-Léonais qui, par centaines et par milliers, ont plaidé et exhorté leurs concitoyens à faire ce qu'il faut et à supprimer cette loi ignoble. Elle a longtemps résisté aux pressions des défenseurs des droits humains, mais cette fois, ça y est, la Sierra Leone a aboli la peine de mort. La loi votée en juillet par les députés à l'issue d'un vif débat a été promulguée. Les dernières exécutions remontaient à 1998. La peine capitale existe toujours dans une cinquantaine d'États, dont une trentaine sur le continent africain. Avant la Sierra Leone, le Malawi l'avait lui aussi aboli cette année. C'est un spectacle typiquement sud-africain qui reprend. Le premier tournoi de spinning depuis 2 ans à Alberton, au sud-est de Johannesburg. À l'arrêt à cause de Covid-19, l'événement rassemble plus d'1 millier de personnes. Au volant de ces voitures, ces spinners recherchent les sensations fortes. J'aime l'adrénaline que ça me donne. J'ai d'abord commencé sur un quad avant de faire du spinning. Et quand je me suis lancé dans le spinning, j'ai acheté ma première voiture et j'ai commencé dans les rues. Et c'est comme ça que nous l'avons construit. Et maintenant, nous le faisons dans une arène. Né dans les années 80 dans les townships sud-africains, le spinning est aujourd'hui officiellement considéré comme un sport automobile dans le pays, mais reste attaché à ses origines underground. La raison pour laquelle nous venons ici est essentiellement parce que nous avons un style de vie différent, nous avons un hobby différent. On aime le spinning, on aime sentir la fumée, c'est ce qu'on aime faire. Si ces voitures sont aujourd'hui modifiées et entretenues par leurs propriétaires, le spinning était à l'origine un rite de gangster pendant l'apartheid. Les gens volaient des voitures et allaient faire la fête dans les townships. Ils faisaient tourner les voitures et pendant les funérailles aussi, ils les faisaient tourner. Parce que c'est la culture, c'est ce que les gens aiment voir. Le spinning ne se limite plus aux townships aujourd'hui. Il attire toutes les communautés du pays. Ça vient d'Afrique du Sud, mais maintenant c'est international. Parce que le jeudi ici, vous avez des gens qui viennent de New York, d'Australie, de n'importe où pour pouvoir assister au spinning. Ce sport automobile permet même à certains jeunes de gagner leur vie. Une poignée de ces pilotes sont désormais des spinners professionnels.